Chers professionnels, je vous remercie encore de votre présence et je souhaite la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Pour cette conférence, nous accueillons Dr Esther Henriette et Mme Céline Leroux pour une conférence sur les troubles du comportement alimentaire chez l'adulte. Bonjour, juste on voulait se présenter un petit peu plus pour que vous sachiez d'où on vient et d'où on ne pas. Donc moi, je suis docteur junior en psychiatrie. Je travaille dans l'unité des troubles du comportement alimentaire chez l'adulte à l'hôpital de la Péronie. Et Madame Leroux. Donc bonjour, oui, moi je suis donc Madame Leroux, je suis infirmière puéricultrice de formation et je suis coordinatrice sur la plateforme régionale Occitanie. On va vous en parler un petit peu plus tard, mais basée sur le CHU de Montpellier et le CHU de Toulouse. Et donc on vous a prévu une présentation d'à peu près 1 heure pour parler un petit peu des signes cliniques des troubles du comportement alimentaire chez l'adulte et après pour vous parler aussi un petit peu de la plateforme au niveau régional. Comment est-ce qu'on peut un petit peu coordonner les prises en charge des troubles du comportement alimentaire. Je vais commencer par les aspects un peu cliniques et qu'est-ce que c'est les troubles du comportement alimentaire. Je voulais commencer par déjà dire pourquoi c'est important de parler des troubles du comportement alimentaire. Pour commencer, donc les troubles du comportement alimentaire, il s'agit de maladies psychiatriques sévères avec un impact quand même assez important dans la vie des personnes. Elles en souffrent énormément, que ce soit au niveau du plan émotionnel ou que ce soit aussi également au niveau du plan social. C'est des personnes qui souvent vont être assez isolées et vont souffrir beaucoup de ce genre de maladies. Et aussi, je voulais parler un petit peu de la fréquence de ces troubles. Donc, les 3 principaux troubles des troubles du comportement alimentaire, il s'agit de l'anorexie mentale, de la boulimie et de l'hyperphagie boulimique. Et donc là, en termes de pourcentage, la colonne que vous avez à gauche, il s'agit des pourcentages chez les femmes, donc entre 1 à 2%. Et après, chez les hommes, il s'agit un petit peu des pourcentages. Donc on voit que l'anorexie mentale, il s'agit d'une maladie un petit peu moins fréquente chez les hommes. Et par contre, l'hyperphagie boulimique, on est plutôt autour de 1%. Et donc, déjà, qu'est-ce que c'est un trouble du comportement alimentaire? Un trouble du comportement alimentaire, c'est une maladie psychiatrique, on a dit, où le sujet est envahi par des préoccupations corporelles autour de son poids, de sa silhouette. Et cet envahissement prend toute la place au sein de la vie de l'individu, que ce soit en termes de valeurs, que ce soit en termes d'activité. Il ne peut plus faire quoi que ce soit d'autre parce qu'il est tellement envahi par ces préoccupations-là. Il y a une restriction des activités du champ de la vie quotidienne de cette personne-là. En bas à gauche, vous avez un petit peu des représentations des différents types de troubles du comportement alimentaire. C'était pour illustrer le fait que quand on a un trouble du comportement alimentaire, on peut changer de diagnostic au cours de la vie. Il y a des gens qui commencent par une anorexie mentale et qui peuvent switcher après pour une boulimie, et qui peuvent après basculer sur une hyperphagie boulimique. Donc maintenant, je vais passer un petit peu sur les différents types de troubles du comportement alimentaire en révisant un petit peu les critères diagnostiques et je vais vous donner également un petit peu plus de signes que vous pouvez peut-être repérer dans le quotidien. Donc, l'anorexie mentale, je vous ai listé les critères DSM-5. Il s'agit d'une maladie où il y a des restrictions des apports énergétiques en dépit d'un poids qui est trop faible, des préoccupations excessives autour du poids et également ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Donc, c'est le fait que la perception du corps est altérée. On ne se voit pas tel qu'on est. Les personnes ont l'impression de se voir énormes alors qu'ils sont tout fins ou alors qu'ils ont un poids normal. Donc, ça, c'est les 3 critères diagnostiques de l'anorexie mentale. Et donc, qui sont un petit peu ces personnes les plus à risque d'anorexie mentale? Donc, les personnes, tout le monde peut être, je tiens à préciser que tout le monde peut être touché par une anorexie mentale. Il y a quelques personnes qui sont un peu plus à risque, que ce soit des personnes qui ont eu des antécédents familiaux de troubles du comportement alimentaire. Il y a aussi également quelques activités un peu plus à risque.
notamment les sports où on doit les peser, par exemple le judo, les sports de taekwondo, par exemple aussi s'il y a des poids, des catégories de poids, et aussi les sports où il y a des dimensions esthétiques en jeu, par exemple la gymnastique artistique, les gens qui peuvent se mettre en tenue avec des justes accords, ça c'est des personnes qui sont un peu plus à risque, également les danseurs, les mannequins, et aussi, point important qu'on ne dit pas souvent, c'est les gens qui ont des pathologies avec des régimes, par exemple des gens qui ont un diabète, qui ont une maladie de Crohn, et de par cette pathologie, ils doivent faire attention à leur alimentation. Ça peut venir un petit peu restreindre plus la personne, elle va devoir faire beaucoup plus attention à son alimentation, et du coup, après, ils peuvent venir se restreindre. Les personnes plus à risque également, les gens qui sont déjà dans un état de maigreur ou en surpoids, et aussi parfois les personnes qui ont des traits associés, donc des traits de perfectionnisme, d'ascétisme, rigidité cognitive, qui sont dans la recherche de contrôle, qui sont très investis sur le plan scolaire. Ça, c'est des traits qu'on retrouve souvent chez les personnes qui ont des anorexies mentales. Au niveau un petit peu des signes comportementaux, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau du comportement de quelqu'un qui a une anorexie? Déjà, on va voir que la personne se restreint au niveau de l'alimentation, elle va manger des quantités plus faibles, il va y avoir une sélectivité alimentaire, elle va éliminer certains aliments parce qu'elle est trop calorique. Élimination des gras, des féculents, parce que ça fait grossir. Je m'élimine. Et parfois, il peut y avoir d'autres régimes. Les gens ils vont dire, non, moi je suis orthorexique, ou moi je suis végétarien ou végétalien, en essayant de rationaliser en fait l'évitement de certaines matières qui initialement étaient éliminées à cause du contenu calorique. Ensuite, on peut voir également des conduites de purge dans l'anorexie. Des gens qui peuvent venir à se faire vomir, prendre des laxatifs, faire beaucoup de sport pour essayer d'éliminer. Il y a également une possibilité de potomanie. La potomanie, c'est de boire beaucoup d'eau. Les personnes en général qui font ça, c'est pour essayer de limiter leur appétit ou essayer de se remplir. Il peut y avoir une hyperactivité motrice et intellectuelle. Donc, l'incapacité de rester sur place, ou ce besoin impérieux d'être en train de bouger, que ce soit pour brûler ou que ce soit parce qu'ils n'y arrivent plus du tout. En fait, il s'agit aussi d'une réponse physiologique. Il y a eu des expériences qui ont été faites. Quand on est dans un état de famine, en fait, le corps se met en mouvement pour essayer d'être à la recherche de nourriture. C'est une réponse physiologique, cette hyperactivité. Toujours au niveau des signes comportementaux, du coup, les personnes peuvent venir à s'exposer au froid, pareil, pour essayer de brûler. Il y a beaucoup de vérifications corporelles. Les gens qui ont une anorexie peuvent venir à se peser souvent, se regarder beaucoup au niveau du miroir, se toucher, vérifier qu'ils n'ont pas pris de poids, toucher leur côte, toucher leur corps. Il y a aussi également des stratégies vestimentaires. Les gens qui vont porter des habits un peu plus larges pour ne pas voir leur corps, ou au contraire, des habits très serrés pour essayer de ressentir leur maigreur. Et dans les formes évoluées, donc, les gens qui ont une anorexie très sévère vont souvent s'isoler, voire se retirer sur le plan social. Au niveau un petit peu des signes physiques, donc qu'est-ce qu'on va voir? Ça va être surtout les conséquences de la dénutrition. Donc on peut avoir des troubles métaboliques. Donc les troubles métaboliques, c'est des désordres ioniques ou l'hyponatrémie, l'hypocalémie, de par le fait qu'il y ait un état dénutritionnel ou parce qu'il y a eu des vomissements. Une fonte des pannicules adipeux, donc c'est le fait de perdre de la graisse. Le lanugo, c'est un petit duvet qui apparaît sur le corps des personnes parce que justement ils sont en état de dénutrition très sévère et c'est une réponse physiologique également du corps pour essayer de maintenir la température. Donc c'est produire une petite fourrure pour essayer de maintenir la température adéquate. Une perte de cheveux ou la peau qui est très sèche. Il peut y avoir également de l'hypotension, faire des malaises vagos, également toujours du fait de l'état dénutritionnel. Il peut y avoir l'hypothermie, l'acrosyndrome. L'acrosyndrome, c'est le fait d'avoir les mains très froides ou les mains bleues, le fait qu'il y a une mauvaise vascularisation, toujours en lien avec l'état de dénutrition. Et il peut y avoir également des plaintes digestives. Les personnes peuvent venir à se plaindre de maux de ventre, de brûlures œsophagiennes. Ça, en général, c'est lié un petit peu aux conduites de purge, mais ça peut être aussi lié au fait qu'on ne mange pas suffisamment. Et il peut y avoir également de l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est le fait que les os ils ont perdu en termes de densité osseuse. Ça, c'est pareil, lié à l'état dénutritionnel, parce qu'il manque du calcium, mais aussi parce qu'on manque d'estrogène, qui permet la consolidation efficace des os. Je passe à la boulimie.
On va prendre toutes les questions à la fin. Par rapport à la boulimie, donc pareil, je vous ai relisté les critères des CL5. La boulimie, c'est la survenue récurrente de crise de boulimie ou accès hyperphagique, si vous voulez. Et qu'est-ce que c'est un accès hyperphagique? Un accès hyperphagique, c'est le fait de manger des très grandes quantités en très peu de temps. Et quand on parle de grandes quantités, je ne parle pas de 3 croissants. Je parle d'un paquet de 10 croissants ou 2 paquets de 10 croissants. Voilà, on est sur des quantités vraiment importantes. Il y a une notion de perte de contrôle, pour la personne qui n'arrive pas à s'arrêter. Et dans la boulimie, ce qui la distingue de l'hyperphagie boulimique qu'on va voir après, c'est qu'il y a un comportement compensatoire. C'est que la personne vient à se faire vomir, par exemple, prendre des laxatifs, ou fait énormément de sport pour essayer de compenser le fait qu'elle a fait cette crise de boulimie. Et en moyenne, il y a aussi des critères de récurrence. Si quelqu'un a fait une crise de boulimie et s'est fait vomir une fois, on ne va pas parler de boulimie. Et c'est le fait de le faire régulièrement et de façon récurrente. Donc, au moins une fois par semaine, pendant au moins 3 mois. L'autre critère qu'il faut aussi, c'est que l'estime de soi est très perturbée parce qu'elle est toujours liée au poids et à la silhouette. Ça, on l'a dit, c'était le cœur, c'est le cœur des troubles du comportement alimentaire. Et aussi, l'autre point à distinguer, c'est que ça ne survient pas qu'au cours d'une période d'anorexie mentale. Une petite nuance, quand on a une anorexie mentale et qu'on est dans une dénutrition très sévère et qu'on se restreint énormément, il peut y avoir parfois des pertes de contrôle où les gens peuvent venir à manger des très grandes quantités. Et donc, par rapport un petit peu aux signes comportementaux de la boulimie et les signes cognitifs. Donc, au niveau des comportements, les crises de boulimie se passent souvent en solo et en cachette, parce que les personnes ont honte de ce genre de comportement. Les comportements compensatoires peuvent être multiples. Les gens peuvent essayer de se faire vomir, ils peuvent mettre des laxatifs aussi, ils essaient de mélanger les stratégies. Et parfois, les personnes, il y a une version très addictive dans la boulimie. Elles peuvent parfois aller très loin pour essayer de se procurer la nourriture. Parfois, il peut y avoir des bols de nourriture ou des bols d'argent pour essayer de se procurer leurs aliments pour la crise de boulimie. Sur le plan cognitif, donc il y a une dimension très addictive, comme je disais. Il y a ce qu'on appelle le craving, c'est vraiment l'envie irrépressible de faire la crise. Et pendant la crise, souvent, les personnes décrivent un état de conscience qui est un peu modifié. C'est comme s'ils étaient en pilote automatique ou comme s'ils étaient dissociés. Et souvent, quasi systématiquement, il y a une culpabilité post-crise qui est très, très, très forte, avec une atteinte de l'estime de soi, de l'autodévalorisation et beaucoup de honte. Et il peut y avoir également un petit peu des pensées rigides sur l'alimentation, des aliments bons et mauvais. Je voulais vous parler également un petit peu des signes physiques de la boulimie. Donc le plus souvent, les personnes qui ont une boulimie sont à un poids normal, parfois un petit peu subnormal, légèrement en surpoids. Il y a des possibilités de malnutrition, du fait des vomissements provoqués ou du fait de la malabsorption de la nourriture. Là, je vous ai mis des photos. En bas à droite, vous avez l'angle sous-mandibulaire qui est gonflé. Ça, c'est un signe classique, c'est l'inflammation des parotides, qui est une glande salivaire au niveau de la bouche. Et en fait, à cause du vomissement, cette glande est inflammée. Et du coup, ça donne des signes comme ça. Vous avez ce qu'on appelle le signe de Russell, en haut à gauche. Ce qui nous intéresse, c'est la lésion qu'on voit un petit peu au-dessus. Première. Et donc ça, c'est une lésion que vous pouvez voir au niveau des mains, du fait que les gens se font beaucoup vomir. Il peut y avoir également des lésions au niveau des gencives et des dents, toujours pareil, liées au vomissement. Il y a des possibilités d'automutilation, parce que les personnes qui ont une boulimie parfois peuvent avoir du mal un petit peu à gérer leurs émotions. Il peut y avoir des troubles digestifs, donc pareil, toujours liés au vomissement, du fait que le sphincter de l'ésophage est un peu relâché du fait des vomissements, et donc il peut y avoir du reflux gastro-œsophagien. Et des troubles métaboliques, dont l'hypocalémie. L'hypocalémie, c'est la perte de potassium. Quand on vomit, on perd du potassium, et ça, c'est très grave, d'accord? Parce que le potassium, il intervient sur la contraction des muscles, notamment du muscle cardiaque, donc ça peut être mortel.
Et un autre petit point que je voulais soulever, c'est qu'il y a souvent un retard diagnostique important au niveau de la boulimie. Les gens ont du mal à les consulter parce qu'il y a cette honte liée aux crises de boulimie, liée au vomissement ou liée aux mésusages des laxatifs. Souvent, les personnes, en fait, elles viennent consulter pour autre chose. Ils viennent consulter parce qu'ils ont mal au ventre ou parce que leurs règles ne sont pas régulières. Et finalement, quand on vient poser des questions sur est-ce qu'il y a des problèmes avec l'alimentation ou est-ce que ça vous arrive de vous faire vomir, là, on arrive finalement sur la raison, le cœur du problème qui est la boulimie. Le troisième type de trouble du comportement alimentaire que je voulais aborder, c'est l'hyperphagie boulimique. Donc, pareil, je vous ai remis les critères diagnostiques. C'est comme la boulimie, une crise de boulimie ou accès hyperphagique, mais il n'y a pas de comportement compensatoire. Et pareil, il faut ce critère de régularité, au moins une fois par semaine pendant 3 mois. Et juste pour que ce soit clair aussi en termes de crise de boulimie, quelles sont un peu les caractéristiques? Donc, très grande quantité, en peu de temps, jusqu'à vraiment une sensation de nausée ou de distension abdominale. Le fait de manger aussi en absence de sensation de faim. Et ce qu'on a dit aussi un petit peu, que les personnes peuvent manger seules et qu'il y a beaucoup de culpabilité autour de ces crises. D'autres éléments clés sur l'hyperphagie boulimique, c'est des personnes qui souvent, il y a eu des traumatismes dans l'enfance et qui peuvent avoir eu beaucoup de régimes au cours de leur vie, du fait qu'il y a eu une prise pondérale. Il y a vraiment cette notion de craving, comme dans la boulimie, donc cette envie irrépressible de faire la crise. Et ce qui change dans l'hyperphagie boulimique de l'anorexie, c'est qu'il y a une conscience du trouble. Les personnes qui ont une hyperphagie boulimique sont bien conscientes de ce qui leur arrive. Il y a beaucoup de honte et donc ne viennent pas consulter. Toujours ce qu'on a dit, des pensées rigides sur l'alimentation, des aliments interdits, bons ou mauvais. Il peut y avoir également de l'impulsivité dans la gestion des émotions. Et les personnes peuvent présenter également des symptômes anxio-dépressifs, des addictions, des problèmes à contrôler les impulsions, ou peuvent avoir des troubles de la personnalité de façon comorbide. Au niveau des signes physiques, sans qu'on s'étonne, les personnes qui ont une hyperphagie boulimique peuvent être en surpoids ou en état d'obésité. Il peut y avoir malgré ça une fonte de la masse musculaire parce qu'ils peuvent être dénutris. On peut avoir une obésité et être dénutri. Et il peut y avoir également toutes les complications avec des troubles digestifs, que ce soit une mauvaise haleine, que ce soit des reflux gastro-œsophagiens, ou que ce soit des complications type hépatiques avec ce qu'on appelle le foie gras. Quand il y a une surcharge pondérale, du coup le foie c'est comme s'il y avait comme une cirrhose en fait. Et je voulais souligner également qu'entre 30 et 50% des personnes souffrant d'obésité ont une hyperphagie boulimique. Donc il faut savoir aller la rechercher quand il y a des personnes qui ont une obésité, il faut aller savoir rechercher cette hyperphagie boulimique. Donc de poser des questions si des problèmes plus spécifiques avec la nourriture, s'il y a vraiment des problèmes après, avec des pertes de contrôle. Là, je vous ai mis un auto-questionnaire de dépistage que vous pourrez utiliser lors de votre pratique. Donc, il est composé de 5 questions. Ça s'appelle la SCOF. Et donc, si les personnes répondent positivement au moins à 2 questions, on suspecte un trouble du comportement alimentaire. Et donc, après, vous pouvez adresser les personnes à des spécialistes, un petit peu à des spécialistes. Merci. Vous pouvez également le trouver sur Internet. Hein. Vous tapez SCOF, TCA, et vous le trouverez. SCOF. Ouais. Merci. Donc, quelques particularités chez l'adulte. Parce que les TCA peuvent se développer dès l'enfance, savoir dès l'adolescence ou même avant. Chez l'adulte, il y a un peu plus de risque de chronicité et parfois il peut y avoir des fluctuations, il peut y avoir des switches diagnostiques, comme j'en avais dit au tout début de la présentation. Et aussi, surtout, il y a beaucoup de comorbidités.
des comorbidités psychiatriques, que ce soit des épisodes dépressifs, des troubles anxieux, des troubles de la personnalité, qui nécessitent une prise en charge également. On parle un petit peu de la prise en charge des troubles du comportement alimentaire. Il faut essayer de les prendre en charge le plus tôt possible. Dès qu'on a repéré qu'il y avait peut-être un trouble du comportement alimentaire, il faut envoyer une évaluation et il doit être pris en charge. Et les prises en charge sont pluridisciplinaires. Il ne faut pas qu'un professionnel de santé fasse une prise en charge tout seul, que ce soit psychiatre tout seul, que ce soit diététicien tout seul, que ce soit psychologue tout seul. Non. Il faut être accompagné par d'autres collègues, par d'autres professionnels de santé et en général qui soient formés aux troubles du comportement alimentaire. Il faut que cette prise en charge pluridisciplinaire soit coordonnée, pas envoyer des messages contradictoires ou des messages qui sont pas. Et je voulais faire un petit point sur l'alimentation intuitive. Parce que parfois, il y a des gens qui, par exemple, ont une obésité et ont une hyperphagie boulimique, et on va leur parler de finalement faire une alimentation intuitive. Et donc, il fallait vraiment souligner que dans les troubles du comportement alimentaire, les 3 types qu'on a vus, tous compris, les signaux de faim et de satiété sont altérés. Donc, on ne peut pas faire d'alimentation intuitive quand on a un trouble du comportement alimentaire. Surtout initialement, hein, quand on est peut-être sur une phase de rémission, à rediscuter, mais en phase initiale d'un trouble du comportement alimentaire, on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que le mental prend le dessus sur le physiologique, parce que les personnes vont avoir des règles un peu strictes et ne vont pas du tout respecter vraiment les faim et satiété, et comme on a dit, c'est des signaux qui sont altérés. Et ça risque de renforcer le trouble. Et quelle approche on utilise en diététique ? Moi-même, je ne suis pas diététicienne, mais ça, c'est des principes un peu généraux qu'on a dans notre plateforme. Il faut se former au TCA, pour prendre en charge les TCA. Et en termes de principe, il faut restaurer un cadre alimentaire structuré. Il faut faire une éducation nutritionnelle adaptée. Il faut mettre... il va falloir débunker en fait, des idées fausses que les patients peuvent avoir par rapport à l'alimentation. Un carré de sucre me fait prendre 3 kilos. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites en consultation. Il va falloir travailler sur la peur alimentaire et la culpabilité. Donc, donner des techniques un petit peu de gestion du stress, des techniques un petit peu de relaxation. Et le travail qui va être en collaboration avec le reste de l'équipe. Et donc, pour conclure, un peu les messages clés que moi je voulais faire passer, c'est que les TCA sont des maladies psychiatriques sévères. L'alimentation intuitive n'est pas adaptée aux patients qui ont des TCA. Que le rôle des diététiciens est fondamental dans la prise en charge et que les suivis doivent être pluridisciplinaires. C'était un petit peu les messages clés que je voulais faire passer. Au niveau des questions, on va les faire un petit peu à la fin, après que Mme Leroux vous ait présenté un peu la plateforme qu'on a. Je fais une petite présentation sur la plateforme TCA Occitanie. C'est une plateforme qui est régionale, qui est étendue sur tout le territoire de l'Occitanie. Du coup, il y a 2 centres de référence qui ont été identifiés et labellisés du coup, sur l'expertise des patients atteints de TCA. Donc le CHU de Toulouse et le CHU de Montpellier. Donc, pour vous faire un petit peu une représentation de la carte régionale, tout l'Occitanie ouest est pris en charge par le CHU de Toulouse et tout l'Occitanie est pris en charge par le CHU de Montpellier. Pour vous faire une petite présentation de l'équipe pluridisciplinaire, le Dr Henry vous en a parlé, mais effectivement la pluridisciplinarité est essentielle dans la prise en charge des patients. Du coup, il s'agissait vraiment de pouvoir soutenir ce cadre-là. Donc sur le CHU de Toulouse et de Montpellier d'ailleurs, il y a un peu le même principe. Donc il y a des psychiatres, endocrinologues, nutritionnistes, pédopsychiatres. Il y a une infirmière coordinatrice sur la partie toulousaine qui est en attente, mais qui normalement va arriver bientôt. Psychologue, neuropsychologue sur la partie Montpellier-Rennes, une coordinatrice sur le dispositif adulte, et du coup moi-même qui suis sur l'ensemble de la plateforme régionale.
voilà, c'était vraiment pour vous faire une petite représentation un petit peu du coup de l'équipe, sachant que ce sont des référents qui sont identifiés sur les 2 CHU, mais qui ne sont pas, leur activité n'est pas complètement dédiée à la plateforme, évidemment, ils sont également sur les unités d'hospitalisation. Sachant que donc cette plateforme couvre l'ensemble de la population régionale, donc enfants et adultes compris. Pour ce faire, du coup, on peut dire qu'il y a à chaque fois 2 têtes, donc une tête adulte enfant toulousaine et de même sur la partie montpelliéraine. Pour vous présenter un petit peu les dispositifs du CHU de Montpellier, puisqu'on est sur la région est du coup de l'Occitanie. Sur le dispositif adulte où travaille du coup le docteur Henriet, c'est un dispositif qui a été monté du coup il y a quelques années maintenant, qui permet du coup d'avoir une activité d'évaluation. Dans ce cadre-là, du coup, on peut proposer aux patients un bilan pluridisciplinaire qui permet d'avoir un abord un petit peu global sur sa situation, tant somatique que psychique, avec du coup une consultation pluriprofessionnelle. Donc il va être reçu par du coup un psychiatre, un psychologue, un nutritionniste et un diététicien. Des examens complémentaires peuvent être également réalisés sur cette journée-là, qui permet vraiment d'avoir un regard assez complet et structuré sur sa situation. De l'HDJ de soins, donc de l'hospitalisation de jour de soins, avec des ateliers à médiation thérapeutique qui peuvent être collectifs, mais avec des consultations également individuelles. Donc là, c'est vraiment un suivi qui peut se faire au long cours. Et enfin, des liens avec les équipes de proximité par le biais de téléexpertise, donc aux besoins et à la demande des professionnels, et des échanges de mails et de mails de téléphone. En tout cas, l'idée de pouvoir soutenir les professionnels de santé qui accompagnent les patients en proximité du lieu de vie. Sur le dispositif TCA qui est à enfants et adolescents à Montpellier également, on a un peu le même principe en activité, donc avec une proposition d'évaluation avec un plan pluridisciplinaire, pédiatre, pédopsychiatre et diététicien. Là aussi, donc, une consultation pluriprofessionnelle avec des examens complémentaires qui peuvent être réalisés également. Une HDJ de soins également avec des ateliers de médiation et des consultations individualisées. Il y a aussi un abord familial qui est très soutenu sur la partie pédopsychiatrique, puisque dans l'accompagnement des troubles et des conduites alimentaires, l'approche en tout cas et l'accompagnement des familles est essentiel, chez l'adulte aussi bien sûr, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on soutient beaucoup auprès de l'enfant et de l'adolescent. Donc voilà, les thérapies, que ce soit la thérapie unifamiliale ou multifamiliale, est un dispositif qui existe et qui est en place depuis quelques années maintenant et qui a fait ses preuves en psychiatrie. De même, le lien avec les équipes de proximité par le biais de téléexpertise, les échanges avec les professionnels, sur le même principe de pouvoir soutenir le soin de proximité aux patients, se fait également de manière régulière sur le dispositif. Et enfin, l'accompagnement au niveau de la scolarité, puisque chez l'enfant et l'adolescent, malgré que l'enfant soit atteint d'un trouble alimentaire, on essaie vraiment de soutenir son parcours scolaire, évidemment en adéquation avec son état de santé, mais l'idée de pouvoir vraiment adapter l'accompagnement au plus près de ses besoins. Au niveau du dispositif adulte, donc là, on vous l'a un petit peu expliqué tout à l'heure, mais l'idée, c'est de pouvoir vous représenter un peu l'équipe pluridisciplinaire qui est composée sur chaque dispositif. Là encore, on est sur un abord pluridisciplinaire avec du coup psychiatre, endocrinologue, psychologue, diététicien et infirmière au niveau du dispositif enfants et adolescents. Pédopsychiatre, pédiatre, diététicienne, infirmière puéricultrice et éducatrice, psychologue, enseignante, kinésithérapeute et un éducateur d'activité physique adaptée. Par rapport à la plateforme, du coup, c'est une plateforme qui est vraiment dédiée aux professionnels de santé. Donc, elle tend à optimiser la prise en charge des patients
atteints de troubles des conduites alimentaires en essayant de soutenir l'offre de soins à plus grande échelle que ce qui est fait actuellement, en tout cas jusque-là, c'est-à-dire d'accueillir les patients en intra-hospitalier sur le CHU avec des moyens qui sont limités sur les CHU. Donc on essaye vraiment de soutenir le soin au plus près du lieu de vie du patient, que ça soit sur de l'intra-hospitalier, que ça soit auprès du secteur libéral. L'idée, c'est de pouvoir adapter notre prise en soin au plus près de ses besoins et surtout de son lieu de vie. Et enfin, favoriser la collaboration entre les équipes spécialisées donc des CHU et les praticiens libéraux. Et les équipes hospitalières de proximité aussi, évidemment. Pour ce faire, on essaye donc d'organiser une cartographie un petit peu du territoire avec du coup une représentation un petit peu de l'offre de soins actuelle. Donc, en gros, de mettre un petit peu en lumière les moyens et les ressources qui existent actuellement sur le territoire. Donc, pour ce faire, on essaye de se mettre en lien avec les différents partenaires des structures hospitalières, de pouvoir ainsi... donc là, vous avez une représentation de ce que j'essaye de mettre en place en ce moment. Donc sur le territoire avec les centres hospitaliers ou les structures privées ou publiques qui permettent d'avoir une représentation un petit peu de la capacité d'accueil de la structure, donc le nombre de lits, l'âge des patients qui peuvent être accueillis, sachant que, je précise, ce n'est pas forcément des établissements qui sont spécialisés en TCA. L'idée, c'est de pouvoir accompagner ces équipes-là, même si elles ne sont pas spécialisées, de pouvoir soutenir effectivement qu'elles puissent prendre en charge des patients. Pour accompagner et soutenir le partenariat avec les professionnels, l'idée, c'est de pouvoir être accessible. Pour cela, on a mis en place une boîte mail qui est commune à l'ensemble des deux CHU et un numéro de téléphone qui est également disponible. On est toujours prudent sur cette boîte mail et sur ce téléphone parce qu'on n'a pas encore forcément les moyens et les ressources qui nous permettent de répondre de manière rapide et efficace à toutes les demandes. Mais l'idée, c'est que vous ayez un contact sur lequel vous pouvez vous appuyer si vous avez besoin autour d'une situation, par exemple, qui est compliquée. L'idée encore, ce n'est pas d'accueillir forcément le patient parce que la plupart des demandes, en général, c'est j'ai un patient atteint d'un TCA, prenez-le en charge. Malheureusement, on ne peut pas accueillir tous les patients sur le CHU, donc l'idée, c'est de pouvoir soutenir déjà ce qui peut être fait en local auprès des référents de la plateforme. Donc pour cela, justement, pour avoir un peu un abord de la situation actuelle du patient, on a mis en place un questionnaire qui est à destination du professionnel de santé qui fait la demande. Du coup, ça permet d'avoir une évaluation, une première évaluation, un état des lieux un peu de la situation du patient. Et ensuite, en fonction de cela, on va proposer, comme je vous le disais tout à l'heure, soit une évaluation en présentiel du patient sur le CHU, soit on va se mettre en lien avec le professionnel demandeur. Ça nous permet vraiment de pouvoir adapter un peu ce qu'on peut lui proposer. Ici, vous avez du coup, je vous ai mis quelques diapos, mais c'est pour vous représenter un petit peu ce dont on a besoin pour justement essayer de se représenter un petit peu où en est le patient. Vraiment, les critères de l'histoire pondérale, de la dynamique de poids est très importante. Comme vous l'a dit tout à l'heure le docteur Henriet, ce n'est pas forcément un état de maigreur qui va nous alerter, ça va vraiment être la dynamique pondérale. C'est-à-dire que si c'est un patient qui a un surpoids, mais qui malgré tout a perdu un nombre de poids conséquent, en tout cas il part de beaucoup plus haut et qu'il a déjà perdu du poids, là on va s'inquiéter. C'est le nombre le poids perdu en un temps donné qui va vraiment effectivement être assez révélateur. Donc d'un état de dénutrition. L'anamnèse, évidemment, donc l'histoire de la maladie, ça nous permet vraiment d'avoir une représentation assez exhaustive de sa situation. Pour le parcours de soins, comme je vous le disais, du coup, c'est l'accueil de la situation donc par ce biais-là, boîte mail ou téléphone, le recueil du donné du patient, l'étude de la situation avec un des référents de la plateforme, enfant adulte en fonction de l'âge du patient, bien sûr.
proposition du parcours de soins. Donc effectivement, ça va être soit une HDJ d'évaluation sur l'unité, avec du coup au dépôt de cette évaluation, soit une orientation sur son lieu de vie auprès de professionnels de santé, avec lesquels nous on peut être en lien directement, soit une HDJ de soins, avec pour le coup un suivi qui se fera en présentiel sur le CHU. Voilà, pour accompagner les professionnels autour des situations compliquées, comme je vous l'ai dit, le mail d'échange téléphonique effectivement est vraiment dans ce cadre-là pour soutenir la prise en charge. Les téléexpertises, c'est quelque chose qu'on essaye de développer parce que ça peut bien fonctionner, surtout pour des patients qui habitent loin et qui n'ont pas forcément qui ont des difficultés parfois pour se mobiliser. Donc la téléexpertise, c'est vrai que ça peut vraiment en tout cas soutenir ce qui peut être fait au plus près de son lieu de vie, au plus près de ses besoins. Donc c'est quelque chose voilà, qu'on commence à vraiment mettre en place sur la plateforme. Et enfin, on n'en est pas encore là, mais de proposer des formations on le fait déjà, mais des journées d'information et de création, de partage de l'expérience, c'est quelque chose qu'on tend en tout cas à proposer dès qu'on aura la possibilité, on y va petit à petit. Voilà. Si vous avez des questions. On peut essayer peut-être sur le micro. Du coup, le concept, c'est vraiment de moi qui suis diététicien, par exemple, qui n'est pas spécialisé en TCA, ce serait vraiment de transférer le patient à une équipe qui serait plus spécialisée, on va dire. Transférer le patient ? Oui, enfin, je veux dire, ce serait l'envoyer vers quelqu'un, un diététicien ou une équipe disciplinaire qui serait plus spécialisée en TCA. Alors, pas forcément. Enfin, on peut vous accompagner, vous, dans la prise en charge du patient. Après, comme vous disiez, docteur Henriet, c'est vrai que c'est important que vous ne soyez pas seul dans cette situation-là, parce que ça peut être effectivement très compliqué. On essaie toujours d'inclure le médecin généraliste du patient, s'il n'en a pas, de soutenir effectivement qu'il ait un médecin qui soit là quand même pour la surveillance somatique. Ce que vous disiez, sur la surveillance biologique, la surveillance du poids, etc. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Mais après, qu'on fasse une évaluation sur le CHU, comme on vous l'a évoqué, oui, c'est tout à fait possible. Ça nous permet, nous, d'avoir un avis à vous donner sur effectivement ce qu'on a pu évaluer. Mais après, ça peut être tout à fait possible que vous puissiez continuer à effectuer la prise en soin. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de nous former au TCA. Est-ce qu'il y a une formation particulière à suivre pour ça? Il y a des DU. Les DU, c'est des diplômes universitaires spécialisés troubles du comportement alimentaire. Celui que je connais, il est fait par Nantes. Excusez-moi, Nantes qui est de TCA. Oui, il y en a un à Montpellier et un à Nantes. Je crois que ça se passe aussi un peu en visio. Oui, c'est vrai, il y en a à distance. Donc il y a des DU. On est issu des diplômes avec une partie universitaire libérale et c'est vrai que j'avais aussi l'idée, ce que je fais en général, quand je reçois des patients qui semblent avoir des comportements alimentaires assez présents, je ne me sens pas, étant donné que je ne suis pas formée, je me sens je suis contente de découvrir l'existence de la plateforme, mais je ne me sens pas trop désaccompagnée. Ne serait-ce que parce que moi, je n'ai pas la formation, mais en plus, parce que je n'ai pas le réseau. Et souvent, et encore aujourd'hui, on m'a demandé un psy en TCA. Est-ce que dans la plateforme, là, il y a un annuaire de psy à Montpellier formé ou des réseaux justement en ville on y travaille. Alors, c'est vrai que l'annuaire, c'est vraiment une des missions principales de la plateforme. C'est vraiment d'essayer de créer cet annuaire. Je vous avoue que c'est un travail très long et fastidieux. Mais en tout cas, c'est l'idée effectivement qu'on puisse voilà, vous mettre en relation. On a quelques contacts avec des professionnels qu'on connaît et avec lesquels on travaille déjà. Donc ça, après, voilà, on y va au cas par cas. Après, suivant aussi le besoin du patient, un petit peu, voilà, ses caractéristiques aussi. Mais si c'est possible, en tout cas, n'hésitez pas à faire appel à nous dans ce cadre-là pour
qu'on puisse. Et actuellement, il existe des réseaux justement en ville avec un généraliste, un diététicien, un endocrino, un psy. Enfin, il y a des choses qui existent déjà de genre de regroupement comme ça. Pas encore en fait. Non, des réseaux comme ça, déjà tout existant, non, malheureusement. Nous, comme je disais, voilà, on essaye, dès lors qu'effectivement un diététicien fait la demande, enfin en tout cas nous sollicite, on essaye vraiment voilà, d'inclure le médecin généraliste ou le pédiatre en fonction, mais donc de pouvoir mallier en fait un petit peu voilà, la coordination des soins autour du patient. Ça peut se faire hein, finalement, parce qu'on retrouve toujours un médecin qui est accompagné, et dès lors qu'effectivement les professionnels ne sont pas isolés en fait, dans leur corps de métier, ça peut fonctionner quand même, même si alors la téléexpertise, ça fonctionne très bien dans ce cadre-là, parce que les gens finalement peuvent se voir, même si c'est à distance, et ça permet quand même voilà, que la parole soit partagée, que les expériences soient échangées, donc c'est vrai que par ce biais-là, ça peut fonctionner, mais non, malheureusement, on n'a pas encore un réseau existant comme ça. Excusez-moi, vous pouvez remettre les coordonnées, s'il vous plaît. Oui. J'avais une question par rapport aux télé-screening, télé-consultation. Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez peut-être pour des patients qui ont mal à se déplacer, ou ce serait plus une proposition pour ceux qui sont sur le terrain, entre guillemets, ou sur des structures générales, auprès du patient en place? Alors, les télé-expertises, ce sont des visios qu'on fait avec les professionnels de santé. Le patient est informé, mais n'est pas présent à l'échange visio. En fait, c'est vraiment l'idée de pouvoir partager, de pouvoir échanger avec les professionnels qui accompagnent le patient, qui est informé, à qui on fait un retour. Mais c'est vrai que ce n'est pas une consultation. C'est une expertise de la situation, si vous voulez. On peut poser des indications et un projet de soins. En gros, ce serait comme une réunion pluridisciplinaire. Exactement. De l'hôpital pour ceux qui ont. Exactement. Oui, c'est le même principe qu'une RCP, une réunion. Est-ce qu'à la fin du parcours de soins d'une personne atteinte de PCA, on peut rétablir l'alimentation intuitive? Moi, ce que j'ai lu dans la littérature, c'est qu'on peut en rediscuter. Il faudra quand même être vigilant. On va parler vraiment de critères de rémission totale. Il faudra être vigilant. Vous n'avez pas fait l'orthorexie dans les PCA? Pour l'instant, il n'y est pas comme ça à proprement parler. Il faut vraiment voir au cas par cas, voir quelles sont les préoccupations aussi derrière cette alimentation saine. Il faut aller vraiment creuser. Par les maladies psychiatriques, mais elles sont chroniques, du coup. Par les maladies chroniques. Souvent, elles sont chroniques. Souvent, c'est des maladies. Après, on peut guérir des TCA. On peut en guérir. Parfois, ça peut être plus rapide. Parfois, ça peut être plus difficile. Et là, ça peut s'entraîner sur une chronicité. Mais on peut en guérir. Est-ce qu'il y a des associations de référence? FFAB? Oui, la Fédération française d'anorexie boulimie avec lesquelles on est en lien, donc ça c'est vraiment au niveau national, effectivement. Après, c'est plus départemental après. Mais ils sont présents à Montpellier localement, donc ils font des choses sur la FFAB. Oui. Par ce bilan, on organise, il y a la journée mondiale TCA qui se fait sur le mois de juin. Normalement, bientôt, ils vont diffuser, ça c'est assez largement diffusé sur Internet, mais voilà, ils diffusent effectivement des actions un petit peu qui peuvent se faire localement, avec une thématique en général, mais c'est vrai que ça permet effectivement que vous puissiez échanger autour des TCA, mais après, par le biais de la plateforme, ça c'est l'idée aussi qu'on puisse essayer de proposer des journées de présentation, d'échanges et d'informations. On posera peut-être un thème parce qu'il en faut un pour structurer un petit peu la journée, mais ça sera vraiment l'idée en fait de partager, de créer des liens finalement. Mais c'est en cours.